Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné d'Alex Kreiner, analyste de marché, ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et commentateur des événements politiques et économiques. Et je suppose que de nos jours, les événements économiques sont très étroitement liés à la politique. Et comme diraient les Chinois, nous vivons une époque intéressante, alors que le monde change très rapidement de semaine en semaine. Comment allez-vous? Merci de m'avoir invité, Glenn. Salutations à tout le monde. Je vais bien. Ça a été extrêmement chargé. Je ne suis pas sûr de pouvoir suivre les événements et ce qui se passe. Donc vous savez, j'essaie de ne pas être submergé et de garder une certaine perspective du mieux que nous pouvons. Eh bien, je pensais que nous devrions peut-être commencer par, je suppose, la grande histoire, qui est le bouleversement économique actuel. J'étais curieux de connaître votre point de vue sur ces tarifs, car, de mon point de vue, je pense qu'il y a deux perspectives concurrentes. Je peux comprendre que les États-Unis ne peuvent pas continuer avec le statu quo actuel. Leurs dettes s'accumulent, ils se désindustrialisent et leur compétitivité technologique diminue. Donc, je ne blâme pas vraiment Donald Trump de chercher un autre chemin, étant donné que les États-Unis semblent sombrer. De plus, je suis un fan du système américain du 19e siècle. Je peux comprendre que les tarifs peuvent donner un avantage compétitif aux industries nationales. C'est une bonne idée de réindustrialiser. Et en effet, même en termes de négociation, Lube-Marbrel semble avoir cédé et propose désormais des tarifs 0 pour 0. Donc peut-être qu'elle fait la bonne chose. D'un autre côté, je ne vois pas la capacité industrielle aux États-Unis capable de remplacer les exportations dans un avenir proche. Ainsi, ces énormes tarifs, qui ne sont pas sélectifs, alimentent beaucoup d'incertitudes, perturbent les chaînes d'approvisionnement et inhibent de nouveaux investissements. Puis-je avoir votre avis sur cette question des tarifs? Comment voyez-vous l'évolution de l'économie mondiale? Parce que je n'arrive pas encore à me faire une opinion sur cette question. Je pense que je dois prendre un risque, Glenn, car j'ai du mal à interpréter les événements. Beaucoup de choses ne semblent pas avoir de sens. Et puis on en revient à la question de savoir si les gens de l'administration sont sophistiqués. Ont-ils réfléchi à tout cela? Ou prennent-ils simplement ces actions impulsives en se disant « Bon, eh bien, on verra ce qui se passe, et peut-être que tout ira bien ». C'est en fait une question très importante, parce que si vous partez du principe qu'ils sont sophistiqués et qu'ils ont réfléchi aux choses, alors vous pouvez en faire du sens et essayer de trouver une interprétation qui mène peut-être à un résultat positif pour les États-Unis. S'ils ne le sont pas, s'ils improvisent au fur et à mesure, alors cela peut aller n'importe où. Il est donc extrêmement difficile d'essayer d'interpréter ce qu'ils font ou où cela pourrait nous mener. Je pense que la situation telle qu'elle était très insoutenable. Elle l'est toujours. Et donc les actions de Trump, vous savez, nous ne pouvons pas le blâmer pour les répercussions. Je crois que le bois sec pour cette crise s'est accumulé depuis très très longtemps. Et tout le monde savait que c'était insoutenable. Et vous savez, tout ce qui est insoutenable signifie qu'à un moment donné, cela doit s'effondrer. Et donc peut-être ont-ils décidé d'arracher le pansement, pour ainsi dire, et de commencer à réinitialiser le monde sur un chemin différent. Nous avons vu que les réactions de l'Europe ont été pour le moins hystériques. Et vous savez, nous pouvons voir pourquoi l'ensemble du système européen a été basé sur l'exportation de leur production vers les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont absorbé la majeure partie des exportations européennes. Une grande partie de ces exportations provenait directement de Chine, où de nombreux fabricants européens ont entre-temps
transférer une grande partie de leur capacité productive à la recherche d'une énergie moins chère, d'une main-d'œuvre moins coûteuse et d'un environnement bureaucratique moins restrictif. Ainsi, les tarifs douaniers imposés par Trump à l'Europe ont essentiellement démoli toute cette relation sur laquelle l'Europe s'était basée. Je vais déplacer notre attention un peu vers l'Europe parce qu'il me semble que quel que soit l'angle sous lequel je regarde la situation, l'Europe est le principal récipiendaire des coups de l'administration Trump. Et j'ai même, vous savez, pensé à la guerre qui se déroule actuellement au Yémen. Parce que lorsque l'administration Trump a lancé cette guerre le 15 mars, l'opération Rough Rider, je ne sais pas ce qu'il est advenu de l'opération Prosperity Guardian, mais apparemment elle s'est simplement étiolée, remplacée maintenant par l'opération Rough Rider. Ils accélèrent maintenant le bombardement du Yémen, ce qui n'aboutit à rien. Et il était compris par les hauts gradés militaires américains qu'il était peu probable que cela aboutisse à grand-chose. Alors pourquoi la lancer en premier lieu? Je ne pouvais pas comprendre cela. Mais ensuite, j'ai regardé une table ronde samedi. Alors, quel jour sommes-nous maintenant? Mercredi. Donc, il y a 5 jours, c'était Larry Wilkerson, l'ambassadeur Chas Freeman. Et je ne sais pas si c'était Ray McGovern ou quelqu'un sur Nema's Dialogue Works. Était-ce Mohammad Marandi? Oh oui, Mohammad Marandi. Oui, je pense que je l'ai vu. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant ce que le colonel Larry Wilkerson disait à propos de l'exercice de simulation qu'ils ont tenu concernant la mer Rouge, concernant le trafic maritime à travers la mer Rouge. C'était il y a quelques années, et c'était un exercice très important qu'il menait, car il était parrainé par le CENTCOM, l'AFRICOM, le Pentagone, la NSA, et tout un tas d'autres organisations de sécurité nationales américaines et européennes. Il était représenté par les Européens autant que par les Américains. Donc, ce n'était pas une petite affaire. C'était un exercice très important. Et ils ont conclu que c'était l'une des routes commerciales les plus stratégiques au monde, que le CENTCOM a ensuite qualifié de plaque tournante mondiale de la compétitivité, car ils estiment qu'entre 55 et 60% de tout le commerce mondial passe par la mer Rouge. L'essentiel de ce commerce est européen. C'est le commerce de l'Europe avec l'Asie de l'Est, et seulement environ 3% de ce commerce était américain. Avant que l'administration Trump ne lance l'opération Rough Rider, ce commerce passait par la mer Rouge sans entrave. Le seul trafic qu'Ansar Allah a déclaré vouloir bloquer était celui des navires israéliens. Ainsi, une fois que les forces américaines ont lancé l'opération Rough Rider, tout le commerce s'est arrêté, ce qui signifie que le coup a été principalement porté contre l'Europe, que ce soit délibérément ou non. Et l'ambassadeur Freeman a déclaré qu'Ansar Allah avait effectivement utilisé Lloyd's of London contre les Européens. Et je me suis dit, oui, exactement, sauf, était-ce Ansar Allah ou était-ce l'administration Trump? Parce que vous savez, ils ont mené cet exercice, ils connaissaient l'importance de cette route commerciale, ils savaient probablement l'impact que bloquer celle-ci aurait, et ils l'ont fait quand même. Même si la cible directe, c'est-à-dire les Yéménites, ne serait pas touchée, il y a des dommages collatéraux, mais en termes stratégiques, rien ne change. Les Yéménites ont continué à attaquer les navires de guerre américains et Israël. Et nous savons que cela est très épuisant et débilitant pour les forces américaines dans la région. Donc, lancer une opération aussi extravagante en sachant qu'elle n'aura pas beaucoup d'effet contre la cible, parce que les Yéménites ont été à la réception des attaques occidentales, soit par le biais du proxy de l'Arabie saoudite, ou du gardien de la prospérité, ou des Britanniques, ou des Israéliens, ou des Américains, depuis plus de 10 ans maintenant. Ils ont subi ces bombardements des milliers de fois. Ils ont enduré d'énormes difficultés économiques. Ils ont supporté la famine.
Ils ont supporté l'épidémie de choléra. Ils ne se sont jamais soumis à l'Empire. They never capitulated to the empire. So why would they do it now? Alors pourquoi le ferait-il maintenant? Il me semble que le coup le plus dévastateur de cette opération va être contre l'Europe. Je me demande si ce n'est pas délibéré, car cela est cohérent avec tant de décisions politiques de l'administration, pas seulement celle de Trump, mais même la destruction des gazoducs Nord Stream 2. Évidemment, cela n'a pas été fait par l'administration Trump, mais comme nous le savons aussi, il y a des pouvoirs supérieurs qui définissent la politique étrangère, pas seulement ceux qui sont à la Maison-Blanche. Si j'étais enquêteur, ma liste de suspects serait dominée par les banques de Wall Street. Une fois que vous commencez à analyser la situation du point de vue des intérêts bancaires et corporatifs américains, cela commence à avoir un sens différent. Et maintenant, cela ne semble plus stupide. Cela peut être sournois, cela peut être insidieux et destructeur, mais ce n'est plus stupide. C'est dévastateur pour l'Europe, mais en même temps, on voit que les meilleures industries les plus compétitives d'Europe seront encore plus incitées à déménager aux États-Unis. L'Europe, qui est encore dirigée par ces oligarchies coloniales dégénérées et a été la source de 2 guerres mondiales dans le passé, ainsi que du colonialisme, commence à se retrouver cible d'attaques très significatives. Puis Donald Trump a en quelque sorte confirmé tous ses soupçons pour moi avant-hier, lorsqu'il était à bord d'Air Force One en parlant aux journalistes. Il a dit que tout l'objectif de la création de l'UEM a été de dépouiller les États-Unis. The creation of EU has been to rip off the United States. So wouldn't it make sense then for the United States? Alors, ne serait-il pas logique pour les États-Unis de frapper contre l'Humalayl, contre l'Europe, et disons de redresser ce qu'ils perçoivent comme une injustice de l'Europe envers les États-Unis? C'est ainsi que je le vois. Et puis cela rend l'attaque contre l'infrastructure énergétique de l'Europe, les tarifs douaniers et la guerre contre le Yémen plus compréhensible, comme une guerre générale contre le vieux continent. Et la direction de l'Europe, qui a été si obsédée par le projet en Ukraine, ne l'a même pas vu. Ils sont complètement non préparés. Ils sont à peine conscients qu'ils sont en difficulté, encore moins d'avoir des réponses, des plans de contingence et des politiques à mettre en place pour défendre les intérêts de l'Europe. Oui, je pense qu'en Europe, beaucoup de gens sous-estiment, je suppose, le mépris qu'il y a pour l'Europe dans ces messages de signal de J.D. Vance. C'est assez évident. Aussi, ce qu'il dit ouvertement, mais aussi, il a fait référence à l'attaque au Yémen comme rendant service aux Européens en aidant à ouvrir ce corridor de transport. Mais vous avez raison, cela a plutôt intensifié les attaques. Eh bien, cela a fait exactement le contraire, n'est-ce pas? Non, je sais. Donc non, c'est intéressant parce que c'est un peu comme les tarifs douaniers. Vous savez, plus ou moins, vous avez dit, vous savez, y a-t-il une idée calculée, astucieuse derrière cela? Y a-t-il de l'ordre dans le chaos ou est-ce juste du chaos? Parfois, il peut être difficile de savoir si quelqu'un est aux commandes. Mais, vous savez, Trump n'a pas entièrement tort à ce sujet. C'est-à-dire que l'Union européenne, vous savez, le pouvoir de négociation collective a été dans une large mesure incité par l'idée que les Européens devraient avoir la parité avec les États-Unis. Donc, négocier collectivement pour obtenir un meilleur accord avec les États-Unis. Maintenant, que l'on veuille ou non le définir comme une arnaque, bien sûr, c'est, vous savez. Eh bien, ce ne sont que des questions de sémantique, je suppose. Mais il est également important de noter que les Européens ils se sont fait ennemis de Trump dans une large mesure. Et je ne pense pas que ce soit une exagération, parce que vous avez vu avant les élections aux États-Unis qu'il parlait de rendre l'OTAN à l'épreuve de Trump. Donc quoi qu'il arrive,
Si Trump est élu, au moins, nous pouvons continuer la guerre en Ukraine. C'était l'idée principale. Donc, essentiellement, renverser l'importance de sa victoire vers la fin de 2024, lorsque les Britanniques et les Français ont rejoint ces attaques directes à longue portée contre la Russie. Encore une fois, une énorme escalade. C'était aussi très clairement pour créer une division plus profonde entre l'Occident et la Russie, afin de prévenir toute tentative de Trump de faire la paix. Et même maintenant, vous voyez l'UE essayer de maintenir la guerre et saboter, dans une large mesure, les efforts de Trump pour négocier une fin à la guerre. Je sais qu'ici en Europe, ils définissent cela comme voulant aider au cessez-le-feu en envoyant des troupes pour le superviser. Mais les Russes n'accepteraient jamais cela. C'est une façon de le saboter. Si les Russes soupçonnent que nos troupes vont entrer, c'est une façon de s'assurer qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Mais c'est bien sûr le langage que nous utilisons. Je suppose que mon point est qu'il semble très évident que les Européens travaillent contre Trump. Oui. Nous ne pouvons pas écarter l'idée que Trump, lorsqu'il dit qu'il nous arnaque, n'est pas les meilleures intentions pour l'Union européenne. Mais où voyez-vous les Européens aller avec cela, cependant? Parce que les Américains pourraient être capables de retrouver la croissance et de se forger une position puissante pour les décennies à venir dans l'économie internationale. Mais où vont les Européens à partir de là, cependant? Parce que, en tant qu'Européens, nous avons mis tous nos œufs dans le panier américain. Et maintenant, nous apprenons que le monde n'est pas si centré sur l'Amérique et que les Américains ne s'intéressent plus vraiment à nous. Où vont les Européens à partir de là? Parce que c'est le chaos maintenant, n'est-ce pas? Oui, et c'est un moment très dangereux pour l'Europe, parce que, évidemment, les dirigeants européens sont devenus complaisants avec cette relation, où ils pouvaient compter sur les États-Unis comme le grand marché. Nous pouvions y exporter des produits européens avancés, à des conditions favorables, même externaliser une grande partie de la fabrication de ces produits en Chine, et utiliser les États-Unis comme un marché de référence dont l'Europe tirait essentiellement sa prospérité. Et maintenant, d'un seul coup, tout cela commence à s'effondrer, et les dirigeants européens sont complètement pris au dépourvu. Ils réalisent seulement maintenant ce qui les a frappés. Et pendant ce temps, ils ont également détruit leur relation avec la Russie. Et vous savez, si vous écoutez la haute commissaire aux affaires étrangères de l'Europe, Kaja Kallas, elle parle de comment allons-nous vaincre la Chine si nous ne pouvons pas vaincre la Russie. Donc il parle de prendre une position adverse contre la Chine également, adoptant une attitude hostile envers toutes les grandes puissances du monde. Cela a été essentiellement la conduite de la politique étrangère de la direction européenne. Donc, ils ne savent pas quoi faire. Ils comprennent que l'Europe a d'une autre manière perdu en compétitivité. Donc, si vous retirez cela, si vous retirez le marché américain comme option pour eux, nous n'avons aucune compétitivité. Vous savez, à part ces bouchons de bouteille qui ne se détachent pas quand vous les dévissez. Vous savez, c'est brillant. Mais à part ça, nous sommes en sérieux danger. Et vous savez, le résultat de cela est que cela va exacerber les pressions sociales en Europe. Et donc, étant donné que les puissances européennes sont toujours dirigées par les mêmes élites de pouvoir, essentiellement coloniales, qui sont en charge depuis le milieu du 19e siècle, elles feront tout ce qu'elles peuvent pour s'assurer qu'elles ne soient pas balayées du pouvoir lors d'un soulèvement social. Car nous voyons de plus en plus de discussions sur des guerres civiles éclatant dans des endroits comme la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Et donc, ce que nous allons voir, c'est qu'ils vont
Vous savez, comme ils sont à court de solutions pour gérer les États-Unis, la Russie et la Chine, ils vont porter leur guerre à leur population domestique. Nous allons assister à une accélération de tous ces efforts pour introduire des identifiants numériques, des monnaies numériques de banques centrales, une surveillance omniprésente, la censure, l'assistance médicale à mourir, et toutes ces mesures dystopiques visant à réprimer les populations et à réduire leur nombre. Je pense que cela sera couronné par un processus de nazification du continent et l'introduction d'une forme de gouvernement fasciste. Ils feront probablement de leur mieux pour s'assurer que dans 5, 6 ou 7 ans, nous soyons en guerre contre la Russie, le continent européen collectivement. Parce que cela a été le cas pendant 2000 à 3000 ans d'histoire. Chaque fois que les oligarchies dirigeantes se retrouvaient en difficulté à cause du processus de polarisation des richesses, qui est symptomatique dans ces types de régimes, et qu'elles ne savaient pas comment y faire face, le cri de ralliement a toujours été « les barbares aux portes ». Et ce que vous obtenez avec cela, c'est que vous obligez la population masculine en âge de combattre à aller affronter des ennemis étrangers. Et là, vous obtenez un massacre massif qui élimine un grand pourcentage de mâles en âge de combattre, qui sont précisément la plus grande source de risque pour l'oligarchie dirigeante, car ces mâles pourraient être les éléments révolutionnaires dans votre société. Donc, plutôt que de tourner leur attention vers vous, vous les détournez vers l'ennemi étranger. Et donc, je pense que c'est la raison derrière l'allocation soudaine et coordonnée de milliers de milliards d'euros de capital que nous n'avons pas vers les industries de défense et vers les établissements militaires et les préparatifs de guerre. Et maintenant, nous commençons à recevoir la propagande. La Russie est mauvaise. Vous savez, Vladimir Poutine maintient sa santé en se baignant dans du sang dérivé de bois de cerf et des histoires absurdes comme celle-ci. Et puis, bien sûr, le problème est qu'il ne contrôle pas ces récits. Donc les gens, quand ils entendent des histoires comme celle-ci, ils vont sur X et d'autres réseaux sociaux et ils voient qu'on leur ment. Alors maintenant, ils doivent intensifier la censure pour s'assurer que tout ce que nous savons, c'est ce que la télévision, la radio et les journaux nous disent. Ils veulent donc imposer une... Était-ce 1 milliard ou 1 trillion? 1 milliard, je pense. Une amende d'1 milliard de dollars contre X. Ils veulent faire taire X. Ils veulent faire taire le Twitter d'Elon Musk. Et donc cela va encore exacerber le conflit entre l'Europe et les États-Unis. Je ne vois donc pas de lumière au bout du tunnel pour l'Europe, à part de véritables soulèvements sociaux prenant de l'ampleur, propulsant ces partis populistes au pouvoir, et finalement l'UE se désintégrant, et des nations individuelles comme l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie, la France et la Roumanie, traçant leur propre voie, établissant leurs propres alliances, leurs propres relations bilatérales avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie. D'autres puissances dans la région, et trouver un chemin vers la paix, plutôt que cette marche aveugle vers la guerre et la dystopie intérieure. Je pense qu'une grande partie de cela trouve à nouveau son origine dans l'économie, car alors que tout le monde se réajuste à ce nouveau monde, les Russes se tournent vers l'Est, l'Asie croît, et les Américains, je ne suis pas sûr de la façon dont ils vont s'en sortir. Mais pour les Européens, il n'y a rien là-bas. Comme je l'ai dit, ils ont reçu du mépris de la part des États-Unis. Les Russes ne veulent plus rien avoir à faire avec l'Europe. Ils ont même aliéné les Chinois, ce qui était évident maintenant par les affronts diplomatiques de Pékin. Et les Français ont été expulsés d'Afrique. Le monde de la panique est assez évident maintenant. Chaque jour dans les journaux, il y a cette hystérie de guerre. Et comme vous l'avez mentionné, la répression de la liberté d'expression.
Si j'essaie de faire ce que je considérerais comme des arguments non controversés selon lesquels l'expansion de l'OTAN était provocatrice pour la Russie, je veux dire, vous pouvez citer Bill Clinton, toute son administration, Henry Kissinger. La liste est assez longue de dirigeants politiques qui ont reconnu pourquoi cela posait problème. Mais vous ne pouvez même pas dire cela en Europe maintenant, sans que quelqu'un, en une fraction de seconde, commence à parler des années 1930 et d'Hitler et de comment tout est maintenant de la propagande russe. Je veux dire, il n'y a plus de discussion. Et comme vous l'avez dit, l'instabilité politique est évidente maintenant. C'est assez dramatique, ce qui s'est passé en France, n'est-ce pas? Éliminer effectivement l'opposition politique en France. Cela ne se passe évidemment pas dans le vide, mais avec la Roumanie, ils suggèrent qu'ils peuvent avoir une solution similaire en Allemagne. Ils veulent trouver une solution pour la Hongrie, la Slovaquie. C'est pas un développement très optimiste. Pensez-vous que nous pourrions voir, un peu comme les Chinois au milieu du 19e siècle, pensez-vous que ça pourrait être le siècle de l'humiliation pour l'Europe, ou comment voyez-vous cela? Je ne suis pas sûr, Glenn, car nous sommes dans des circonstances très différentes aujourd'hui. Vous savez, nous avons cette chose appelée Internet, qui, que nous le reconnaissions ou non, change à 100% l'équation sociale, car elle nous fournit une ressource que nous n'avons jamais eue auparavant dans l'histoire. Et nous savons que pour les établissements au pouvoir, le contrôle du récit est absolument essentiel. Nous avons vu à quel point les Européens, je déteste les appeler élites, mais je ne sais pas comment les appeler autrement. Ils ont littéralement fait des crises de colère à Davos lors de leur réunion, parce qu'ils ont dit que la désinformation et la mésinformation, comme ils l'appellent, sont une menace plus grande pour eux maintenant que même la Russie et le terrorisme international. Donc, ils ont peur que nous connaissions la vérité. Ils ont besoin de contrôler les récits. Ils doivent être capables de nous dire de quoi avoir peur et qui sont nos ennemis. Si ce n'est pas un ennemi invisible comme un virus, alors ce doit être les Russes ou les Chinois ou quiconque ils décident. Et donc aujourd'hui, il est très difficile de contrôler ce récit. Certaines personnes, surtout celles qui sont payées pour ne pas comprendre les choses autrement, croient encore au récit officiel. Mais il est clair que la majorité des gens, au moins, commencent à prendre conscience qu'ils sont trompés et manipulés parce que tant de ces toxines narratives qui sont émises dans l'espace d'information sociale n'ont pas leur effet. Les gens sont en fait, je le sais parce que j'ai un ami qui travaille à l'OTAN, dans l'un des pays membres européens de l'OTAN. Et elle m'a dit que l'OTAN a suivi de très près l'opinion publique dans les pays européens de l'OTAN par rapport à la Russie, parce qu'au début de l'opération militaire spéciale, ils espéraient galvaniser la population pour soutenir une guerre plus importante, une escalade militaire contre la Russie. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que dans les anciens pays du pacte de Varsovie, environ 3 personnes sur 4 sympathisaient en fait avec la position russe. Et que dans d'autres pays, des pays occidentaux comme l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche, pas nécessairement l'Allemagne, mais une bonne partie des nations d'Europe occidentale, environ 2 personnes sur 3 vivant là-bas sympathisaient avec la position russe en Ukraine. Et donc, cela limite énormément leur liberté d'action. Ils aimeraient que nous soyons tous terriblement effrayés par la Russie et prêts à aller combattre contre les Russes. Mais ils ne sont pas encore parvenus à le faire. Vous savez, nous ne devrions pas être complaisants, car nous devons reconnaître que les Ukrainiens ne voulaient pas non plus combattre contre la Russie. Et maintenant, ils ont fini par sacrifier 1 million d'Ukrainiens dans cette guerre. Mais leur capacité à manipuler les populations
pour les entraîner dans des guerres ou à se conformer à telle ou telle politique publique est maintenant très très réduite. Et je pense qu'avec le temps, peut-être que les populations européennes sauront réagir. Perhaps European populations will know to push back. This may seem difficult to... Cela peut sembler difficile à comprendre en ce moment parce que les gens semblent passifs. Et beaucoup de gens, si vous leur parlez, ne veulent soit pas dire ce qu'ils pensent vraiment, soit expriment des opinions qui sont peut-être plus cohérentes avec les récits officiels. Mais, vous savez, pour une raison quelconque, il y a ce soupçon que nous nous dirigeons vers des dénouements de guerre civile. Et donc je vois que ces conflits autour des élections en Roumanie, des élections possiblement truquées en Allemagne, et des jugements contre Marine Le Pen en France, nous rapprochent progressivement d'un point de rupture. Ce qui n'est pas quelque chose que nous pouvons prédire quand, où ou comment les choses pourraient se briser. Mais la pression monte et quelque chose va céder. You know, the pressure is building and something is going to give. And then, you know, Et puis, évidemment, le côté américain soutient ces mouvements populistes ou mouvements de souveraineté. Je crois qu'ils trouveront également un langage commun avec les Russes ainsi qu'avec les Chinois. Il y aura donc un soutien politique plus large pour les mouvements de souveraineté en Europe. Et je pense qu'à un certain moment, ils pourraient mûrir en de véritables alternatives politiques qui, à un moment donné, pourraient peut-être prendre le relais. J'espère donc que le scénario de guerre civile pourrait être évité. Je pense que le plus grand défaut de l'Europe actuellement est l'hypothèse que l'Europe est une sorte d'entité unique qui peut rester unie même si tout cela s'effondre. Mais vous avez mentionné avant cela l'histoire de Poutine se baignant dans le sang de bois de serre. Je veux dire, ce n'est pas seulement dans les recoins sombres d'Internet. Cette histoire a été couverte par CNN, Business Insider, tous les tabloïds britanniques, Newsweek, le New York Post et The Telegraph. Ils ont tous écrit à ce sujet qu'il a un cancer. Donc les médecins russes, vous savez, aussi sauvages qu'ils soient, plaident en faveur de lui couper les bois de cerf et de se baigner dans leur sang. Je veux dire, le problème ici, je suppose, est que la propagande fonctionne mieux avec modération lorsqu'elle pousse juste un peu les gens dans la bonne direction. Mais ce que vous voyez ici maintenant, c'est une panique totale, cependant. C'est dans ses excès. Parce que nous avions un récit que nous devions tous suivre à la fin de la guerre froide. C'est-à-dire que l'hégémonie collective de l'Occident serait le fondement de l'avancement de la démocratie et des droits de l'homme. Donc, c'était un hégémon bienveillant. Un hégémon qui servirait les intérêts de toute l'humanité. Mais maintenant que le pouvoir est parti, et aussi les valeurs qui étaient censées les élever, maintenant, à propos de l'UPMR soutenant le génocide à Gaza, cette guerre heureuse pour toujours en Ukraine, eh bien la moralité est maintenant de ne pas s'engager dans la diplomatie alors que des centaines de milliers meurent, que c'est en quelque sorte une bonne chose. Tout cela affaiblit le récit. Et si vous regardez à travers l'Europe, comment la confiance dans les médias et la confiance dans la classe politique sont en déclin, ce sont des faits objectifs. C'est mesuré que nous ne faisons plus confiance aux médias. Et donc, je ne vois pas comment cela peut être inversé. Je pense encore une fois qu'il faut revenir à l'économie. Nous devons trouver un nouveau point d'appui, quelque chose, une approche différente en Europe. Comment nous pouvons nous développer? Mais oui, sur ce sujet, je suppose que ma dernière question portait sur les BRICS, parce que de mon point de vue, je vois le principal problème. La raison pour laquelle nous avons la guerre en Europe, c'est que nous n'avons jamais résolu comment organiser l'Europe après la guerre froide. Et encore une fois, l'expansion de l'OTAN, tout est organisé en somme nulle maintenant. L'intégration européenne signifie découpler les voisins de la Russie de la Russie. Je me demandais donc,
Quel rôle pensons-nous que les BRICS joueront dans les années à venir? Et voyez-vous des possibilités pour l'Europe de trouver un avenir dans cela? J'ai même posé la question au président Poutine en novembre dernier lors de la réunion de Valdai. Si les BRICS pouvaient, vous savez, étant donné qu'ils peuvent résoudre certaines des différences entre les Arabes et les Iraniens ou les Chinois et les Indiens, vous savez, serait-il possible d'avoir un format multipolaire pour restructurer les relations de l'Europe avec l'Iran, avec la Russie? Je ne pense pas qu'il était très optimiste. Mais comment voyez-vous le rôle possible des BRICS? Non seulement le rôle dans le monde, mais aussi quelque chose de différent que les Européens pourraient utiliser comme alternative maintenant que le reste du système s'effondre un peu. Je pense que c'est une excellente question, et j'ai tendance à être optimiste, Glenn, car souvenez-vous que l'une des premières formulations de cette intégration multipolaire est venue en fait de Vladimir Poutine, lorsqu'il parlait de l'intégration du continent eurasiatique, de Lisbonne à Vladivostok. Cela semblait très attrayant, mais évidemment, à l'époque, politiquement, c'était impossible. Mais je pense qu'une fois que ces structures dirigeantes de l'Europe commenceront à s'effondrer, il y aura une recherche d'alternatives. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives aux BRICS. Les BRICS aujourd'hui sont, je pense, peut-être le meilleur pari pour la croissance et la prospérité, non seulement pour le Sud global, mais aussi pour l'Europe. Je vois que vous savez, nous ne sommes pas. Je pense que le processus de mondialisation est quelque chose qui ne peut vraiment pas être inversé. Mais je pense qu'il va passer d'un processus de mondialisation dirigé par de grands intérêts corporatifs à une mondialisation des peuples. Et je vois cela se produire partout et en temps réel. Je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. Je vois que les gens ordinaires et disons, les petites entreprises commencent à désintermédier les grandes entreprises dans les échanges commerciaux quotidiens. Vous voyez de plus en plus d'entreprises, de Chine, d'Inde, de n'importe où dans le monde en réalité, commercialiser des produits que autrefois vous deviez aller dans un supermarché pour acheter, disons si vous vouliez acheter du thé ou du café. Eh bien, maintenant, vous avez ces producteurs spécialisés qui les commercialisent directement, et cela apparaît dans votre fil YouTube ou sur Facebook ou ailleurs, et il ne faut rien pour les commander. Vous cliquez ici, cliquez là, PayPal ou autre, Stripe, et la chose arrive. Vous n'avez plus besoin d'acheter cela au supermarché. En même temps, cette entreprise qui a développé ce canal de vente à domicile crée de l'emploi et une nouvelle prospérité sur des bases complètement nouvelles qu'ils ont créées eux-mêmes. Je vois cela se produire partout. Un exemple récent que j'ai vu était un couple de New York, aux États-Unis, n'est-ce pas? Ils étaient tous les deux banquiers à Wall Street, sauf que ses parents avaient une ferme quelque part en Virginie ou quelque chose comme ça, où ils élevaient du bétail. Mais la ferme était au bord de la faillite, n'est-ce pas? Et donc, ils ont tous les deux décidé de prendre un congé sabbatique, de quitter leurs emplois et de retourner à la ferme familiale pour essayer de la sauver. Après un an de travail sans relâche, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas sauver la ferme, qu'elle était condamnée. Mais ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont dit « Hey, faisons notre propre conditionnement de viande et vendons-la directement aux consommateurs. » Et puis, ils ont commencé à générer plus d'1 million de dollars de revenus par an, parce qu'au lieu de passer par les anciens canaux de vente de leur bétail aux grands groupes de conditionnement de viande et de recevoir des centimes par dollar, ils ont commencé à vendre directement eux-mêmes. Et ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus besoin de toutes ces anciennes structures d'entreprise. Ils peuvent aller directement aux consommateurs.
Des fondations économiques différentes se construisent sur des cas individuels partout dans le monde. Et, vous savez, c'est difficile à imaginer, parce que vous n'en entendez parler que lorsque vous le découvrez. Nous voyons toutes ces anciennes structures s'effondrer sur elles-mêmes, mais nous ne voyons pas les nouvelles se construire. Mais je reviens toujours à ce dicton confucéen qui dit que lorsqu'un grand arbre tombe, il tombe avec beaucoup de bruit et de destruction. Mais les graines, elles poussent sans bruit, elles poussent en silence. Et donc, ce que je pense que nous voyons dans le monde est une version de cela, où les structures économiques, politiques, géopolitiques et sociales obsolètes de la société commencent à s'effondrer. Mais ces graines poussent partout dans le monde. Et donc maintenant, si les nouveaux systèmes de paiement développés par les nations des BRICS permettent à toutes ces entreprises individuelles de simplement se connecter et de créer un environnement commercial, point à point, très large pour le monde entier, nous sommes dans un environnement complètement différent. We are in a completely different environment there. And I think it's going to be a magnet. Et je pense que ça va être un aimant non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les entrepreneurs. Je crois que cela va commencer à avoir sa propre dynamique politique, où les gens vont dire « Nous voulons plus de cela. Nous voulons pouvoir vendre nos services et nos biens aux consommateurs chinois, aux consommateurs américains, aux consommateurs africains. » Nous avons vu comment les Chinois ont réussi à sortir plus de 800 millions de personnes de la pauvreté et à en faire des consommateurs mondiaux aisés avec de l'argent à dépenser et un pouvoir d'achat. Nous voyons que les Chinois essaient de faire de même dans le Sud global. Alors maintenant, imaginez, au lieu d'1 milliard d'euros en Europe et en Occident, vous avez en fait 3, 4 ou 5 milliards de consommateurs aisés partout dans le monde. Affluent consumers everywhere in the world. And then, you know, whether you're making Gibson guitars or Et puis que vous fabriquiez des guitares Gibson ou des amplificateurs Marshall ou des livres de cuisine, ou que ce soit du thé, du café ou du fromage, tout ce que vous pouvez offrir à ce marché, soudainement, cela devient rien de participer à ce grand système économique. Donc je pense que cela offre un avenir très prometteur, et je pense que cela viendra des BRICS. Cela ne viendra pas de Bruxelles. Cela ne viendra pas de Washington. Cela ne viendra pas de Londres. Et donc, je pense que pour les pays européens individuels, comme pour les pays du Sud global, ils seront contraints de s'allier avec les BRICS. Et je pense que la même chose se produira également avec les États-Unis. Il est intéressant de constater qu'aujourd'hui, lorsqu'on pense au capitalisme, on prend presque pour acquis qu'il s'agit de ce nouveau capitalisme financiarisé que nous avons aujourd'hui. Les gens oublient souvent que les principaux capitalistes du libre marché, qu'il s'agisse d'Adam Smith, de David Ricardo ou de John Stuart Mill, ont tous très fortement mis en garde contre les chasseurs de rente, ceux qui extraient de la valeur du processus de production sans y contribuer correctement. Et donc c'est intéressant que vous ayez mentionné l'exemple des agriculteurs, car eh bien cela dépend des régions, mais souvent vous savez, ils obtiennent 10 à 20% des ventes, si tant est qu'ils obtiennent cela. Il y a donc une énorme extraction de valeur, de richesse là-bas, dont ils ne profitent pas. Et donc je suppose qu'avec les changements technologiques, cela présente à nouveau des opportunités de vendre plus directement et d'obtenir une plus grande part de cela. Et je pense qu'avec la répression actuelle des agriculteurs en Europe, mais aussi dans d'autres parties du monde, il pourrait y avoir une certaine résistance de nouvelles alternatives. Donc, je suppose qu'à mesure que l'ancien système s'effondre, il y a des alternatives. C'est cependant difficile à prévoir. Oui, exactement. C'est très difficile à prévoir. Et c'est encore une fois pourquoi j'aime la métaphore confucéenne, parce qu'elle parle de graines.
Quand vous voyez une graine, vous ne pouvez même pas imaginer en quoi elle pourrait se transformer. Mais je pense que c'est presque un processus organique. Et dans la nature, généralement, les graines deviennent quelque chose de beau et de productif. Comment appelez-vous cela? Fructueux. Et donc je pense que dans la mesure où ce processus vient de la base, du bas vers le haut, cela pourrait nous conduire vers une nouvelle ère de paix et de prospérité. Bien sûr, nous devons être prudents pour que les structures parasitaires ne contaminent pas le puits et ne nous ramènent pas dans les guerres et les conflits. Mais je suis très optimiste sur le fait d'avoir les réseaux sociaux et Internet aujourd'hui signifie qu'au moins le contrôle du récit sera neutralisé. Je suppose qu'à ce stade, la décentralisation est une solution importante à beaucoup de nos problèmes. Oui, et ensuite pas seulement avec l'information, mais aussi avec la production de biens et de services. Les marchés ont toujours été la racine de la civilisation. Les tribus se rencontraient dans les marchés, les routes commerciales. C'était autrefois la caractéristique définissante des civilisations. Et donc maintenant, nous parlons peut-être de quelque chose qui émerge et qui est tellement différent que cela n'a jamais existé auparavant. Et donc, je pense que nous devons être prudents. Nous devons garder notre esprit critique. Nous devons continuer à observer, écouter, lire et échanger des informations. Mais je pense que l'opportunité qui nous est donnée ici et maintenant est quelque chose qu'aucune génération avant nous n'a eu. Donc nous pourrions vraiment être dans une très bonne position à long terme. Même si les événements d'aujourd'hui sont aussi décourageants et difficiles à vivre qu'ils le sont. Eh bien, pendant l'ancienne route de la soie, c'était très décentralisé, simplement parce que vous aviez des nomades qui commerçaient. Donc aucun acteur ne contrôlait l'ensemble du corridor de transport. Ce qui est souvent reconnu, cependant, c'est le début du XVIe siècle, après l'effondrement de l'ancienne route de la soie et lorsque les Européens ont pris le contrôle des corridors maritimes. Ils avaient toujours une tendance plus monopolistique parce que vous pouvez toujours contrôler les ports. Donc de toute façon, il y a plus de concentration. Il semble que vous vous dirigiez maintenant, que ce soit l'initiative chinoise de la ceinture et de la route, vers une décentralisation générale, ce qui pourrait également soutenir cela. Quoi qu'il en soit, Alex Kreiner, merci beaucoup pour votre temps. C'est toujours fascinant de parler avec vous. Merci de m'avoir reçu, Glenn. Tout le meilleur et à la prochaine. Merci.